Invité. Jean-Baptiste Achard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes cofondateur de StaffMe, qui est l'une des principales plateformes de travail étudiant. Et donc, vous donnez la possibilité à des 18-30 ans de pouvoir trouver un job saisonnier, d'été et d'hiver aussi, j'imagine. Toute l'année, on permet à près de 450 000 étudiants de trouver des petits jobs à côté de leurs études. Et puis vous avez une étude qu'on commentera dans quelques instants pour sonder les cœurs des étudiants sur ce qu'ils souhaitent faire, les lieux où ils souhaitent aller, les activités. Ça c'est très très intéressant et ça donne des chiffres. Et puis avec nous Vincent Sitz, merci d'être avec nous Vincent, oui. Président de la commission emploi, formation, QVT, qualité de vie au travail du GNI HCR, hôtellerie, café, restaurant. Donc vous avez une activité panoramique et syndicale, j'allais dire, sur la profession, avec des prises de position. Par ailleurs, à la tête de 5 établissements 5 établissements parisiens. Donc vous êtes à la tête d'un petit groupe de restauration. Et puis, par ailleurs, vous faites du conseil aussi. Vous accompagnez des restaurateurs et des hôteliers. Vous apportez votre savoir et votre compétence. D'abord, je vous pose la question à vous, Vincent, avant de parler de l'activité syndicale et des causes. Est-ce que d'abord, vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes vous aussi dans la galère? Malheureusement, je rencontre les mêmes problématiques que mes confrères et que ceux mêmes que je conseille. Tout à fait. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, sur mes établissements, il manque en moyenne 1 à 2 personnes à chaque service. Donc 1 à 2 personnes en cuisine, 1 à 2 personnes en salle. Donc ça veut dire très concrètement, sur le plan économique, sur le plan business, c'est 2 personnes qui manquent en salle et en cuisine. Ça veut dire qu'il y a des tables que vous ne servez pas. Vous fermez une partie du resto. Alors je ferme. Pour l'instant, j'ai la chance de ne pas avoir à fermer mon établissement, mais par contre, je restreins le nombre de couverts. Le nombre de tables. Ouais. Donc le restaurant reste ouvert, mais il y a 5 ou 6 tables que vous ne pourrez pas servir, exactement, qui restent vides. Ça dit quoi de votre côté? Parce que vous êtes une plateforme. J'ai vu dans certains articles qui parlaient de cette pénurie que certains, et notamment des représentants de l'UMI, trouvaient que Pôle emploi fléchait pas bien les salariés vers la restauration. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous les fléchez? Est-ce qu'il y a des offres aujourd'hui en café-restauration, des jobs d'été qui ne sont pas désagréables? Est-ce que vous les invitez à y aller? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup d'offres dans l'hôtellerie-restauration en ce moment. On sent qu'il y a une vraie tension sur ce marché, une pénurie de main-d'œuvre qui amène à rechercher des jeunes. Et du côté des jeunes, c'est ça qui est assez étonnant. Et en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on constate sur la plateforme, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui souhaitent travailler cet été. On a fait un petit sondage. Quel paradoxe, si je peux me permettre. Oui, dont on va parler, qui montre que 91% des étudiants qui sont inscrits sur la plateforme cherchent à travailler cet été, souhaiteraient avoir un job d'été. Dans divers secteurs, mais principalement dans l'hôtellerie-restauration. Et malheureusement, ils ne le trouvent pas. On leur a demandé s'ils avaient souhaité aussi travailler l'année dernière. Ils nous ont dit oui pour 70% d'entre eux. Et pourtant, 30% n'ont pas trouvé l'année dernière un petit job. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On pense qu'il y en a 2 principales. C'est parfois un manque d'expérience qui du coup fait peur aux personnes qui souhaiteraient faire appel à ces étudiants. Ça, c'est vrai. Quand on écoute un restaurateur, il vous dit, attendez, le mec, il faut qu'il puisse porter un plateau, qu'il puisse gérer un tout petit peu en cuisine, qu'il connaisse le métier, quoi. Mais je pense qu'il faudrait donner plus leur chance à ces jeunes-là. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que, certes, il y a un petit manque d'expérience, mais voilà, avec un peu de formation, il y a une grande envie chez ces jeunes-là de travailler. Donc, ça peut faire des belles choses. Et il y a aussi la deuxième question, qui est la question de la rémunération, évidemment. Quand on les interroge, on voit que c'est le premier critère qui revient et qui est mis en avant, c'est celui de la rémunération. Jean-Baptiste, il faut préciser que ces jeunes, ceux dont vous parlez et qui veulent trouver un job qu'ils n'en ont pas trouvé l'an passé, ils veulent en fait remplir un peu les caisses pour l'hiver, parce qu'ils ont besoin de payer leurs études, leur logement. Il faut quand même préciser, je me tourne vers vous, côté GNI cette fois-ci, il y a plus 16% sur l'ensemble des salaires et plus 5% pour les salaires au-dessus du SMIC, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez quand même fait un effort financier considérable. On parle des salaires, vous mettez les pieds dans le plat. Les salaires, c'est un élément. Mais j'ai le sentiment qu'il y a autre chose qui fait qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas de main-d'œuvre. Est-ce que vous en avez les causes profondes? La première cause profonde du manque d'attractivité de notre secteur d'activité, c'est le fait d'avoir pendant plus de 30 ans parlé de nos métiers que par leurs contraintes. Il y en a. Mais je connais aucun secteur d'activité, aucun métier qui n'a pas ses propres contraintes. Nous, on les connaît. Voilà, elles sont celles travailler le soir, le week-end, les jours fériés, avec une amplitude horaire assez importante.
Toutefois, aujourd'hui, quand vous vous adressez à des jeunes en particulier, vous leur faites part de toutes ces contraintes, eh ben, ils partent en courant. En revanche, si on était capable aujourd'hui de parler de nos métiers autrement que par leurs contraintes et plutôt par le côté sympathique de rencontrer des gens, parler de la cuisine, des produits, de la relation client, si je peux me permettre, parce que c'est un métier sympa. C'est ça, métier de service. Ouais. Concrètement, il y a un sujet là, qui vous touche. Dans l'hôtellerie de luxe, on trouve encore quelques jeunes qui sortent de belles écoles, on voyage, on bouge. Il y a une marque employeur. C'est peut-être plus compliqué pour des restaurants ou des établissements intermédiaires où là, la marque employeur est plus dure à vendre. C'est vrai que depuis quelques années, maintenant, la marque employeur est très importante pour les salariés parce qu'ils se représentent, ça véhicule une image. Ils sont fiers, voilà. Maintenant, pour l'indépendant ou celui qui a un petit établissement ou même quelques établissements comme moi j'ai, l'attractivité va être par le fait d'être flexible avec ses salariés, faire plutôt du travail collaboratif, c'est-à-dire que le vrai souci, honnêtement, je pense que c'est le mode managérial qui est appliqué dans notre secteur d'activité, qui reste encore très patriarcal, très militaire. C'est intéressant de s'entendre le dire. Non, mais moi, je fais le constat. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je souhaite vraiment, c'est que tout le monde puisse en prendre conscience et change. Une petite révolution des managers, ou voire même des patrons qui gèrent en direct. C'est vrai que c'est parfois un peu brutal, enfin, c'est un peu rustique. Oui, comme on dit à l'ancienne. Exactement. Ça, il faut que ça change. Et vous, comment ça se passe? Là on switch en permanence, mais vous aussi, si vous avez ce discours sur un plateau de télé, ça veut dire que dans votre entreprise, vous donnez quand même des directives, des axes à vos managers, à vos chefs de rang. Bien sûr, mais je ne donne pas des directives qui sont à appliquer sans que ça ait été décidé ensemble, réfléchi, partagé, et en même temps, je laisse la possibilité à chacun de s'exprimer et de proposer quelque chose, ce qui était avant absolument impensable. Jean-Baptiste, au-delà de vos chiffres et de votre étude qui est passionnante sur ces 91% de jeunes qui souhaitent travailler cet été, il y a les chiffres Pôle emploi, il y a un peu plus de 3 millions de projets de recrutement, c'est comme ça que Pôle emploi appelle. Ils ont fait une liste des métiers prioritaires dans les projets, il y en a 57,9% dont ils considèrent que ce sont des parts de projets difficiles, parmi lesquels 29,6% sont des parts de saisonniers. C'est dire la galère dans laquelle vont se trouver. Alors dans la liste, on voit, c'est assez intéressant, il y a les cafés-restaurants, effectivement, mais en tête, c'est arboriculteurs, viticulteurs. Alors ça, je trouve ça très intéressant. J'imagine que dans les offres, vous avez des offres d'arboriculture, parce qu'en un mot, l'arboriculture, c'est aller ramasser des pommes, des poires, se baisser pour des fraises, ramasser du tabac, des cornichons et des framboises. Grosso modo, c'est ça. C'est pas attractif pour les jeunes aujourd'hui qui sont sur Instagram et Snapchat, non? C'est pas très vendeur? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je me moque un peu là. Non, mais en fait, il y en a très peu. Mais pour autant, encore une fois, on avait il y a quelques années, c'était au moment du Covid, juste après le premier confinement, on avait lancé une grande opération, notamment avec la FNSEA, qui s'appelait Des bras pour vos assiettes. Et l'idée était, à l'époque où les frontières étaient bloquées, de permettre à des jeunes, notamment des étudiants, d'aller faire des cueillettes, etc. Et en fait, assez vite, on s'est retrouvé bloqué par les professionnels de l'agriculture, puisque en fait, ils préféraient aller chercher de la main-d'œuvre étrangère que de faire travailler les étudiants qui manquaient d'expérience, qui manquaient peut-être un peu de souplesse, qui n'étaient pas assez peut-être flexibles. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà. Et du coup, c'est assez dommageable parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va assister au même phénomène dans la restauration. Ça se prépare. Et d'ailleurs, l'UMI a annoncé qu'ils allaient créer. J'allais venir. Voilà, ils allaient signer une convention avec Pôle emploi tunisien pour faire venir des saisonniers tunisiens pendant la période de l'été. Alors même qu'en France, nous avons les ressources, et notamment avec ces étudiants. Alors peut-être la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a les bons contrats pour les aider? Et nous, ce dont on est persuadé, c'est qu'aujourd'hui, du côté des étudiantes, du moins, les contrats qui sont existants ne correspondent pas forcément à ce qu'on demande. C'est du CDD? Chez nous, c'est de l'auto-entrepreneuriat. Auto-entrepreneuriat. Ça marche bien. On est indépendant. Exactement, ça marche très bien parce qu'en fait, pour l'entreprise, le coût du travail est à peu près similaire. Par contre, pour la personne qui travaille, elle gagne beaucoup mieux sa vie parce que les charges sont réduites. Bien sûr. Donc ça marche bien. Mais c'est pas la panacée. Et donc sur cette population étudiante, il y en a beaucoup qui évidemment ont peur de se mettre en freelance, ou pour qui ça correspond pas forcément à leurs aspirations. Donc en fait, selon moi, ce qu'il faudrait, c'est créer soit un contrat de travail étudiant, soit des exonérations pour le travail saisonnier. Je sais qu'il y a une expérimentation par exemple en Corse. Peut-être que Vincent pourra nous en parler plus sur le CDI saisonnier qui a l'air d'être une bonne idée parce que ça permet justement d'attirer plus de monde, de sécuriser et d'attirer plus de monde dans ce genre de métier. Voilà, je pense qu'en tout cas, il y a un vrai besoin
sur la rémunération et donc sur peut-être réfléchir un peu d'ingénierie sociale pour avoir un contrat plus attractif. Je m'arrête un instant parce qu'il y a aussi d'autres chiffres sur la pénurie, le nombre de postes à pourvoir dans votre secteur. Mais moi, j'entends quand même une chose intéressante, c'est qu'au moment où les cafés-restaurants augmentent les salaires, font un effort qui n'est pas insignifiant, vous me dites que le monde agricole et les arboriculteurs, eux, n'ont pas encore vraiment fait leur révolution du management. C'est-à-dire globalement, autant à l'ancienne dans les cuisines, à la dure dans les champs. Et qui ne sont pas prêts pour l'instant à accueillir des étudiants connectés, qui ont parfois quelques revendications, qui sont... C'est ça le problème qui se pose. Oui, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Non, et peut-être aussi parce qu'il y a alors, souvent ce manque d'expérience qui met en avant, où on va vous dire, voilà, vous êtes étudiant, vous n'avez pas assez d'expérience, mais l'étudiant va vous répliquer, mais du coup, si je n'en ai pas, c'est parce que vous ne m'en donnez pas. C'est toujours un peu le serpent. Pour cueillir des pommes, de vous à moi, je pense qu'au bout de 5-10 minutes, vous avez à peu près compris comment retirer la queue de la pomme. Ça me semble évident. 200 à 300 000 emplois non pourvus dans le secteur. Il y a un autre débat qui est soulevé, et je vous le soumets, puisque c'est vous qui avez mis les pieds dans le plat, Jean-Baptiste, c'est l'UMI. Qui évoque l'idée, plus qu'une idée d'ailleurs, de se tourner vers des salariés saisonniers tunisiens, qui est une tradition d'ailleurs. Il y a des Marocains, des Tunisiens qui régulièrement l'été rejoignent les champs de région centre et d'ailleurs pour aller cueillir des fruits. Là, la convention va être signée de manière à faire venir ces saisonniers. Vous dites on n'a pas le choix. Est-ce que vous êtes dans la même problématique ou vous dites on va réussir à sauver la saison avec les étudiants et les jeunes qu'on va essayer d'attirer ? Alors, c'est deux choses différentes. De faire venir de la main-d'œuvre étrangère sur le territoire, alors qu'on a peut-être déjà des gens à régulariser nous-mêmes sur le territoire, c'est déjà peut-être se préoccuper déjà de ceux qui sont là, qui sont déjà formés, qui travaillent pour certains déjà dans des établissements. En situation irrégulière. Le problème, c'est situation régulière ou pour certains, ils travaillent sous alias. Donc, avec une personne qui lui a donné de faux papiers. Enfin bon, situation illégale pour le moins. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être déjà s'occuper de ce problème-là, puisque certains établissements y sont confrontés. La deuxième solution de faire venir de la main-d'œuvre étrangère, c'est là pour le coup un vrai sujet politique, on va dire, puisque s'engager sur ça. Je rappelle quand même que le recrutement et l'engagement d'une personne, c'est pas j'ai besoin d'un cuisinier, j'ai un cuisinier tunisien qui fait que le 1 et 1 s'additionnent et que j'ai la bonne personne. Le recrutement, c'est quand même relation de deux personnes, en tout cas le chef d'entreprise et le futur salarié, qui donne un feeling qui fait qu'en fonction des compétences, vous prenez la personne. Et puis, il faut que ça matche, Voilà, il y a cuisinier. Vous avez cuisiné dans un grand hôtel et vous avez cuisiné dans une brasserie. Les compétences et les demandes ne sont pas les mêmes. Donc dire que de ramener un cuisinier, on va résoudre un autre problème, je ne pense pas que ce soit forcément la solution. Ça peut en faire partie, je pense qu'il faut l'étudier. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas... Enfin, l'UMI, donc, qui fait partie de ceux qui négocient avec le gouvernement, disent nous, on n'a pas le choix, on va devoir y aller. Enfin, vous les soutenez pas, vous dites c'est peut-être une piste parce qu'à un moment donné... Non, il faut pas l'écarter complètement. Je pense qu'effectivement, si c'est un test, je pense qu'il... Ça mérite de laisser. Ça mérite aussi de révéler le paradoxe que vous soulevez, c'est-à-dire à la fois de ne pas faire travailler ceux qui sont sur notre territoire, mais faire venir des gens de l'extérieur avec... c'est une situation kafkaïenne, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'on fait de nos réfugiés qui sont chez nous ? C'est ça, et qui eux n'ont pas accès au travail parce qu'ils ne sont pas encore régularisés ou ils sont en attente de régularisation. Si d'aventure ils le sont. Les étudiants aimeraient en priorité décrocher un job dans la réception, à 14%, la préparation de commandes, donc là on est sur des sites de type Amazon, logisticien, c'est un peu ça l'idée, l'aide administrative, donc là on est, je mets des guillemets, mais un peu planqué derrière un ordinateur dans un bureau, pépère, tranquille, vous souriez mais c'est un peu ça la réalité, et puis l'animation, évidemment, avec le diplôme du BAFA, et 9% la vente. Et c'est vrai que là, dans la playlist, on ne retrouve pas café, restaurant... vous n'êtes pas dans la liste. Qu'est-ce que vous leur dites à ces étudiants ? Vas-y, essaie, tente. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a sur cette étude les postes de service, de aide, enfin commis, cuisine, de bar, etc. ont été séparés, ce qui fait que ça fait des pourcentages très faibles. Je crois que quand on réunissait l'ensemble des métiers de la restauration, on tombait vers 9-10%. Mais c'est sûr que c'est pas les postes qui sont les plus privilégiés par les étudiants. C'est quoi la réception ? Qu'est-ce qu'ils cherchent les étudiants ? La réception, c'est l'accueil ? C'est quoi ? C'est l'accueil, donc c'est beaucoup plus... c'est peut-être moins fatigant. Mais écoutez, en parlant avec des anciens, puisque vous parliez à l'ancienne, des anciens qui disaient, mais moi, à mon époque, dans les 70-80, on n'avait aucun souci de main-d'œuvre, jusqu'en les années 2000 d'ailleurs.
les gens étaient motivés, ils venaient travailler, il y avait une passion du métier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un changement de mentalité, des salariés à la fois plus exigeants, moins motivés, avec la réalité de quelqu'un qui vous dit moi si je bosse le week-end, je ne viens pas vous retrouver. Et vous lui dites mais attendez, vous êtes dans un restaurant. Enfin, Oui, on en discutait tout à l'heure avant le plateau. Moi, 51 ans, quand j'ai commencé, j'étais dans un mode carrière. Donc je savais que vous avez fait de beaux établissements. Hein. Pendant 10 ou 15 ans, voilà, les contraintes, je les avais en tête. Tête dans le guidon. Voilà, aujourd'hui, cette génération, il y a quelques temps, je leur ai dit qu'ils ne veulent pas travailler. Aujourd'hui, on l'entend. C'est pas vrai pour tous, et une grande majorité, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas le faire de concession entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ouais. Et donc ils vous disent, moi je veux bien travailler, même beaucoup, mais en tout cas je veux aussi avoir une vie privée. Donc aujourd'hui, si on ne fait pas notre évolution en s'adaptant à ça, on ne recrutera personne. D'ailleurs, c'est un paradoxe parce qu'un des plus gros employeurs aujourd'hui, c'est McDo. Ce qui doit faire fulminer les restaurateurs, parce que McDo, c'est aussi de la restauration, ça s'appelle restauration rapide, et c'est un très gros employeur. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à quoi ? À faire eux aussi une forme de gestion, de planning, d'organisation des étudiants. Vous êtes d'accord ? McDo est un pourvoyeur d'étudiants. Mais parce que chez McDo, je ne veux pas défendre McDo. Non, mais dans leur organisation RH. Dans leur organisation RH et même dans la façon dont ils communiquent vis-à-vis de ces mêmes étudiants, ils sont très forts. Quand vous regardez la publicité de McDo, c'est chez McDo, j'apprends tous les jours. Et c'est vrai. En fait, j'apprends la gestion du stress, j'apprends à travailler en équipe, j'apprends... En fait, chez Vincent Site, c'est pareil, on apprend, c'est la même chose. On apprend exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut encourager à ce que ces jeunes aillent sur le marché du travail et ils y aillent de façon ponctuelle, pendant leurs vacances, pendant l'année scolaire, un jour par semaine. Voilà, c'est ça qu'il faut. Quand on regarde les études, on se rend compte qu'en France, les étudiants travaillent très peu. En parallèle de leurs études, on est le 25e pays sur 27. Ouais. Donc, quand on regarde, l'Allemagne, par exemple, il y a 77%, on est à 40%. États-Unis. Le Danemark, évidemment, est largement devant. Et ça résout deux problématiques qui sont prégnantes dans le monde étudiant. C'est évidemment, le sujet de la précarité. Parce qu'en fait, vous dégagez des revenus. Et donc, ça vous permet de vous autonomiser par rapport à vos parents, par exemple. Et le deuxième sujet qui est prégnant aussi, c'est celui de l'employabilité. Bien sûr. Parce qu'évidemment, quand vous avez fréquenté le monde professionnel, ça fait des lignes sur le CV, Vincent, ou la caisse du McDonald's. On a appris plein de choses. Vous allez apprendre énormément de choses, et même si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas faire à la fin de vos études, vous avez fréquenté le monde de l'entreprise, rencontré des professionnels, et vous êtes beaucoup plus employable. Non, je parlais de McDo parce que je me permets de le redire, et c'est là où votre révolution doit encore peut-être aller plus loin, dans la marque employeur, dans la stratégie de communication. Chez McDo, il y a des McDo qui ferment à minuit, et de la même manière que dans un restaurant, ferment à minuit. Oui. On ne voit pas ces jeunes sortir en pleurant. Et c'est là où, mais est-ce qu'il a parlé des contraintes qui sont les mêmes que dans notre secteur d'activité, la restauration rapide, collective ou autre, ils ont les mêmes contraintes en partie pour nous. Mais ils parlent autrement de leur métier que tu vas travailler en morcelé sur la semaine et tu vas pas avoir 2 jours de repos. McDo, on est morcelé aussi. Un coup le matin, un coup le soir. Et donc forcément, ils parlent autrement de leur métier. Tu vas avoir un vrai job, tu vas être formé, tu vas avoir la gestion du stress. Donc ça intéresse. Il y a un sujet que je voudrais qu'on évoque avec vous, qui est peut-être un petit peu loin de StaffMe, mais qui est très proche de vous, c'est la question du logement. Alors vos établissements, je précise qu'ils sont sur Paris, sont de beaux établissements avec des chefs, mais enfin il y a l'établissement rural où on dit au type, écoute, oui, il n'y a pas de souci, je pense même au Puy du Fou, qui est une zone extrêmement touristique, qui draine des millions de visiteurs, sauf que c'est perdu au milieu de la Pampa, et pour les saisonniers, c'est compliqué, donc il faut inventer des logements. Ça aussi, c'est une réflexion que vous menez, c'est vital. C'est devenu vital, de toute façon, aujourd'hui. Le problème de recrutement reste celui qui est aujourd'hui actuel, donc, quelle que soit la région, que ce soit Paris ou en Rhône-Alpes ou un bassin aquitain, mais le problème du logement s'accentue sur le fait de recruter en région. Il y a le saisonnier qui habite la région et qui va travailler d'une période donnée. Donc là, c'est un saisonnier. Puis vous avez le saisonnier qui, lui, il peut venir travailler à condition qu'il puisse, 1, être mobile et 2, être logé. Sinon, il ne peut pas venir. Vous avez fait un travail d'étude sur leurs désirs, leurs besoins. Elle ressemble à quoi, cette jeunesse-là qui cherche du travail ?
je vais être un peu dur, sans en chercher vraiment, enfin qui cherchent un travail, mais parmi les critères de réception, de travail administratif, c'est-à-dire à la fois envie de travailler sans avoir trop de responsabilités, c'est un peu ça finalement le portrait robot. Je suis un peu dur avec cette jeunesse. Je pense que vous êtes un peu dur. Hmm. Non, je pense que vous êtes un peu dur. Je pense que c'est une génération. Je vieillis, que voulez-vous? Qui a envie de travailler. Ça, je pense que c'est vraiment important. Qui a envie de travailler. Et qui ne trouve pas. Hein, vous avez démarré l'émission. Et qui, je pense, en plus, est à la recherche d'abord d'une rémunération. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est que quand vous regardez par exemple TikTok, vous voyez que c'est l'argent. C'est l'argent qui compte, c'est gagner des sous. Ça, c'est vraiment la première fois. Ouais. Et donc ça, quel qu'il soit, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur milieu social, il y a vraiment cette recherche d'argent. Et je pense qu'il est plus que jamais j'étais pas là il y a 35 ans, mais je pense que c'est encore plus prégnant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que crise économique, parce qu'on a envie d'être indépendant. Parce que aussi, c'est cette époque des réseaux sociaux, de l'influence, du côté du paraître. On est aussi dans une société on du est d'accord. Donc il faut des marques. Donc il faut montrer que on est au niveau et donc il faut claquer. Et ça se paye. Donc cette génération, elle a envie de travailler, elle a envie de gagner de l'argent. Et je pense aussi qu'elle a envie de faire ses expériences. Ça, c'est très important. On n'était pas dans la génération de mes parents, de nos parents, qui, pour mes grands-parents, ils avaient une entreprise dans laquelle ils rentraient à 20 ans, et ils en ressortaient à 65. 40 ans terminés, c'est ça. Et mon père, il a travaillé dans 3 entreprises différentes. Dans notre génération, je pense que en fait, ce qu'on cherche, c'est la multi-expérience. Et c'est vrai que... On est des zappeurs, ces jeunes sont des... mais complètement. Ils veulent multiplier les expériences, mais ils sont à un moment aussi de leur vie où c'est tout à fait bénéfique parce que le fait de voir leur secteur d'activité, de rencontrer divers professionnels, ça leur permet aussi de mieux s'orienter. C'est indispensable. Vincent Sitz, les regroupements, les professionnels de la profession, comme dit Godard, tous ceux qui travaillent sur votre sujet, vers quoi ils se projettent là? Il y a une saison à préparer, il y a des touristes qui reviennent dans Paris puisque ça vous concerne très directement, il faut les servir, il faut les accueillir. On a compris que vous étiez à court de personnel, ou en tout cas en désir de personnel. Est-ce que parfois, quand vous accueillez des collaborateurs, de ceux qui sont des candidats, vous dites youpi, vous dites ça colle pas? On voit bien parfois on se croise entre le candidat et le recruteur, les soft skills, la manière d'être, le comportement, le niveau de langage. Est-ce que ça, c'est un frein pour vous aussi? La qualité de ce que peut apporter le collaborateur, même s'il est motivé? Oui, parce que le principal chez nous, c'est quand même le savoir accueillir, le savoir. Évidemment. Sauf qu'ils ont effectivement quelqu'un qui n'a pas ça tout de suite. Aujourd'hui, beaucoup de mes confrères font fi de ce problème et prennent la personne parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, s'ils veulent ouvrir leurs établissements et faire le chiffre qui doit être fait, ils sont obligés de les prendre. Quitte à faire baisser la qualité. Malheureusement, aujourd'hui, on en est presque là, oui. Donc c'est soit vous laissez des tables vides. Je rappelle quand même qu'on a quand même des événements à venir entre 2023 et les Jeux Olympiques en 2024. Coupe du monde de rugby, JO. On est tous très très inquiets sur la problématique du recrutement et de l'attractivité de nos métiers. Au moment où on se parle, là, ici, dans l'émission, peut-être vous viendrez nous voir en septembre avec un autre discours, vous n'avez pas trouvé la solution, l'équation. Vous n'avez pas trouvé la bonne équation. Plusieurs, hein, que ce soit bien. On parlait de la rémunération, bien évidemment. On souhaite vivement que les heures supplémentaires soient défiscalisées. On travaille effectivement sur la participation et l'intéressement dans l'entreprise. Voilà, on essaie de trouver toutes des petites parts qui font que ça attire les gens. Et puis, encore une fois, hein, je le répète, je le martèle systématiquement, arrêtons de parler de nos métiers que par leurs contraintes. Voilà, c'est primordial. Ça veut dire, excusez-moi de refaire le parallèle avec McDo, qui a des campagnes de publicité incroyables, qui a une image de marque incroyable. C'est aussi peut-être un travail à faire de votre côté pour lancer, comme faisaient les artisans, rappelez-vous. Et comme le fait la Marine nationale. Ou la Marine nationale, qui font des campagnes, objectivement, quand on voit cette campagne, on a un peu envie de devenir marin ou de devenir artisan. Il y a eu des campagnes très réussies des chambres de métiers. Est-ce que vous êtes sur une réflexion de ce type-là aussi? Bien sûr. Moi, je fais partie de la CPNE, qui est donc la branche hôtellerie-restauration. Ouais. Bien évidemment, on travaille sur ça avec notre OPCO qui est là pour nous aider dans le financement des formations. Les formations. Voilà. Et donc là, on a vraiment travaillé sur des formations courtes, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est d'aller vite. Exact. Donc, il ne faut pas attendre 5 ans pour former un salarié. Il faut lui donner les bases pour que justement l'entreprise, il ait l'essentiel et qu'il puisse continuer. Non, je pensais que vous alliez me dire que vous prépariez une campagne de communication pour essayer de commencer d'attirer le plus grand nombre. On en fait plusieurs déjà avec notre OPCO auprès des jeunes essentiellement. On a déjà plusieurs campagnes sur les réseaux sociaux, sur l'apprentissage, bien sûr. On est sur TikTok, on est sur Facebook, enfin voilà. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage pour la saison, parce que je leur dis,
pas une saison comme les autres, c'est le retour des touristes, c'est évidemment la ville de Paris qui va revivre. Vincent cite 5 établissements dans Paris, et puis président de la commission emploi-formation, QVT, au sein du GNI HCR, hôtellerie, café, restaurant, avec chez vous quand même cette idée de revaloriser ce métier, d'en dire du bien, d'en parler positivement, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie Jean-Baptiste Achard à la tête de StaffMe et de cette étude qu'on peut découvrir sur votre site, plateforme pour les étudiants, pour trouver un job. C'est quoi, c'est 18-30 ans, c'est ça? Exactement. Combien de postes à pourvoir sur votre plateforme là? Alors, c'est des offres qui sont tous les jours postées sur la plateforme, et aujourd'hui, on tourne à peu près à 400-500 offres par jour postées sur la plateforme. Jean-Baptiste Achard, c'est du produit frais que vous faites. Hein. On est d'accord, c'est du frais. Du last minute. Exactement.